J'ai mis histoire d'homme, remplacement du cœur, parce qu'on va parler de transplantation cardiaque et de cœur artificiel. Et donc j'ai mis marqué histoire d'homme, parce que moi, je trouve que c'est une histoire qui reste assez émouvante. Et on va la regarder assez rapidement, cette histoire. Vous venez de le dire, la première transplantation cardiaque, c'est 67, Chris Barnard. Voilà la photo. Sur cette diapo, vous avez globalement les pionniers de la transplantation cardiaque. Chris Barnard qui réalise la première, le Howard Shumway à Stanford qui réalise ensuite la seconde aux États-Unis, et puis Christian Cabrol, qui est dans le fond ici, qui réalise la première en Europe. Le point commun de ces personnages, c'est qu'ils sont tous chirurgiens cardiaques, mais surtout qu'ils se sont tous connus à Minneapolis. C'est-à-dire que dans les années 60, je vous rappelle, la chirurgie cardiaque, elle n'existe quasiment pas. Il n'y a pas encore vraiment la circulation extracorporelle qui nous permet tous les jours maintenant, de façon extrêmement fiable, extrêmement sécurisée, d'opérer des cœurs, de les arrêter, de les faire redémarrer. On ne se pose plus tellement de questions, mais à l'époque, c'était quasiment pas encore au point, ça n'existait quasiment pas. Et donc, tous ces gens-là se sont retrouvés à Minneapolis pour apprendre chez Lillehei la circulation extracorporelle. Et en même temps, il y avait Howard et Shumway qui travaillaient dans le laboratoire sur la transplantation cardiaque. Et donc, ils ont appris avec eux la technique de transplantation cardiaque. L'ont ensuite ramené chacun dans leur pays. Chris Barnard a fait la première parce que les règles étaient probablement un peu plus faciles en Afrique du Sud que dans les autres pays. Mais peu importe qui a fait la première. Il y a eu d'autres protagonistes, bien entendu. On ne parle pas notamment de nos collègues russes. Il y avait un peu moins de choses qui sortaient de Russie à cette époque-là. Mais peu importe qui a fait la première ou pas, c'est surtout le caractère pionnier de ces grands maîtres. Je vous ai juste ressorti un texte de René Cusse qui, suite à la transplantation réalisée par Chris Barnard, fait un petit texte, le préjugé français contre le docteur Barnard, juste pour voir que à l'époque, les problèmes étaient à peu près les mêmes que ceux d'aujourd'hui lorsqu'il y a des nouveautés qui arrivent. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'agit, la première... Ce que je tiens à ce que Chris Barnard sache à quel enthousiasme certains praticiens français saluent son audace et sa performance. Il s'agit là d'un témoignage. La seconde, c'est pour dénoncer le faux débat qui s'est institué, surtout en France, et je dois dire, hélas, surtout à Paris, à propos de cette conquête de la science que constitue la greffe du cœur. Donc vous voyez, déjà à l'époque, il y a une première mondiale, et déjà, il y a quand même des gens qui critiquent, qui se disent « ouais, il ne fallait peut-être pas le faire », etc. Et il continue en disant... en invitant le monde entier à surveiller son expérience, il a peut-être indisposé quelques praticiens ombrageux, mais il est plus difficile d'œuvrer au grand jour que dans l'ombre. Il finit par dire qu'il a réussi l'opération du siècle. Voilà quelqu'un qui s'était mouillé à l'époque. Et on a bien vu récemment avec d'autres développements, notamment le cœur artificiel dont on va reparler tout à l'heure, qu'on a eu un petit peu probablement le même type de remarques. Alors ce qu'il faut aussi noter, c'est la ténacité de ces pionniers. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, même si on a parlé de Vitria, qui a vécu 19 ans, la majeure partie des patients transplantés cardiaques décédaient dans les semaines ou les mois qui suivaient la transplantation. Et ça, c'est quelque chose qui est inimaginable. C'est-à-dire que quelques-uns ont continué, Shumway, Cabrol, d'autres dans le monde, ont continué à réaliser la transplantation cardiaque, alors que les résultats n'étaient pas bons du tout. Mais ils ont continué en disant « ça va finir par marcher ». Et de fait, on ne savait malheureusement pas à l'époque, on ne connaissait pas très bien les phénomènes de rejet, on n'avait pas de médicaments réellement pour les éviter. Et finalement, petit à petit, on s'est aperçu que ces cœurs étaient rejetés, que le système immunitaire du patient qui était transplanté, du receveur, rejetait le greffon cardiaque comme on pouvait rejeter d'autres greffons, rénaux, hépatiques, etc. Et ça n'est finalement réellement que dans les années 80, avec l'arrivée notamment de la cyclosporine et d'autres immunosuppresseurs, que la transplantation cardiaque a réellement connu son essor. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, à partir de 81? C'était l'essor de la transplantation cardiaque et de la transplantation d'organes dans le monde. Là, je vous ai mis sur le diagramme en haut le nombre de transplantations dans le registre international de la société nord-américaine. Vous voyez le nombre l'augmentation rapide du nombre de transplantations au cours des années 80, et puis une stagnation dans les années 90, et puis finalement une diminution que l'on a connue au cours des années fin des 90 et au cours des années 2000. Là, vous avez la même chose en Europe, avec, vous voyez, pour la zone Eurotransplant, et je vous rappelle que la France ne fait pas partie de la zone Eurotransplant. On a notre système spécifique en France qu'on appelle l'Agence de la biomédecine, on ne fait pas partie du système Eurotransplant, avec, vous voyez, actuellement en Europe, un réel manque de transplantation cardiaque, avec aux alentours de 600 transplantations
cardiaque par an. En France, c'est pas si mal finalement, on est plutôt bien lotis, puisque après, dans les années 2000, on avait une vraie diminution du nombre de transplantations cardiaques. Et puis, tout le monde s'est remis au travail dans les années 2000. On a essayé de sélectionner des donneurs qui étaient plus à risque peut-être, des donneurs plus âgés notamment. Et ce faisant, on a pu réaugmenter le nombre de transplantations cardiaques. Et vous voyez qu'au cours des dernières années, on est aux alentours de 460, 470 transplantation cardiaque en France, ce qui est pas mal quand on compare par rapport aux autres pays européens. Donc on est plutôt bien lotis en ce qui concerne la transplantation cardiaque dans d'autres pays. Et ça, c'est aussi la générosité du pays, c'est-à-dire que d'autre côté, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui disent oui au don d'organes, et ça, je crois que c'est un message extrêmement important. Alors je vous le disais, on a augmenté le nombre de transplantations cardiaques parce qu'on utilise des donneurs plus âgés. Quand on regarde par exemple la moyenne d'âge des donneurs utilisés en France par rapport aux États-Unis, vous voyez qu'en France, on a une moyenne d'âge à 44 ans, avec des donneurs actuellement pour la transplantation cardiaque, des donneurs de plus de 60 ans, de plus de 66 ans même, alors qu'aux États-Unis, l'âge moyen des donneurs d'organes pour le cœur est de 34 ans, avec un maximum à 56 ans. Donc on a une différence de 10 années. En ce qui concerne les résultats, ils sont relativement bien établis. Donc c'est certain qu'on a quitté les pionniers, on a quitté le mythe. On a des résultats qui sont bien établis en termes de transplantation cardiaque, en termes de survie, mais aussi en termes de qualité de vie, parce que la survie sans qualité de vie, ça n'a pas tellement de sens. Donc en termes de survie, vous voyez, si on regarde les courbes des dernières années, là encore, c'est tiré du registre international. Vous voyez qu'on a une survie à 4-5 ans qui est aux alentours de 70%. On sait que la médiane de survie actuellement, c'est-à-dire 50% des patients survivent aux alentours de 11-12 ans, en sachant qu'on a des cohortes de patients qui ont actuellement des survies de plus de 30 ans, donc des patients qu'on a transplantés il y a plus de 30 ans et qui sont toujours en vie. En sachant que bien sûr, lorsqu'on transplante des patients jeunes et que malheureusement le greffon dysfonctionne à certains délais, eh bien on peut éventuellement les retransplanter dans certaines conditions. Je vous disais, la qualité de vie est bonne, le taux de réhospitalisation est relativement faible. Si on regarde encore dans le registre européen, vous voyez qu'on a quasiment à partir de la deuxième année, 70% des patients qui n'ont pas besoin d'être réhospitalisés pour une raison quelconque, et même 80% des patients qui ne sont pas réhospitalisés, ou en tout cas pas pour un problème de rejet ou un problème d'infection. Donc les résultats sont relativement fiables et relativement stables actuellement. C'est certain qu'on aimerait bien encore faire mieux. On a du mal à faire mieux, malheureusement. Ça fait plusieurs années on en est là. Un petit peu du mal à aller plus loin actuellement dans la qualité de ces résultats, mais toujours est-il que la qualité de vie des patients transplantés est relativement bonne. Alors l'avenir de la transplantation cardiaque, c'est un peu compliqué à envisager. Je vous ai mis en petit des choses qui sont à la fois le passé, le présent et l'avenir, c'est-à-dire des choses qu'on a essayé de développer, dont on a beaucoup parlé, dont on va sûrement parler encore, mais probablement qui ne vont pas nous aider beaucoup. C'est l'immunologie personnalisée. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour essayer d'avoir un traitement personnalisé en ce qui concerne les immunosuppresseurs des patients transplantés. On essaye d'y travailler encore, mais on voit bien qu'au bout du compte, le traitement des par immunosuppresseurs est relativement, je dirais, généralisé et qu'on c'est compliqué de faire un traitement différent pour un patient par rapport à un autre. Peut-être la gestion de grosses bases de données, la gestion de big data va permettre dans quelques décennies d'améliorer ça, mais pour l'instant, ça n'avance pas plus. La xénotransplantation, c'est vraiment passé, présent, futur. On a découvert plein de choses intéressantes avec la xénotransplantation, mais on voit bien que ce n'est pas ce qui va nous permettre de transplanter les patients. La thérapie cellulaire, là encore, il y a énormément de travaux extrêmement intéressants, mais on voit bien, là encore, que pour l'instant, on n'y est pas non plus, voire même, on a parlé à un moment d'impression 3D d'organes, mais si on n'y est pas du tout. À côté de ça, il y a des choses qui sont beaucoup plus actuelles, en ce qui concerne à la fois le présent et l'avenir. Ce sont les systèmes de perfusion d'organes pour essayer de préserver au mieux les cœurs que l'on va transplanter après le prélèvement. Les donneurs, ce qu'on appelle les donneurs Maastricht 3, dont on va dire quelques mots, et puis l'assistance et le cœur artificiel. Alors voilà à quoi ça ressemble les machines à perfuser les organes. Ça fait actuellement une dizaine d'années que ce système existe. Il y en a d'autres qui arrivent sur le marché, c'est-à-dire qu'on peut prélever le cœur d'un donneur, d'un patient qui est en mort encéphalique, et plutôt que de le mettre, ce que l'on fait habituellement, dans la glace, on peut le mettre sur une machine, le perfuser, pour essayer d'améliorer la qualité de sa préservation et éventuellement même de tester sa fonction. Donc ça fait partie des choses qui se sont mises en place actuellement. On essaye de montrer que ça sert à quelque chose parce que tout ça, ça coûte quand même de l'argent. Donc avant d'utiliser, il faut être sûr que ça sert à quelque chose. Mais probablement, en cas de transport de longue durée, ou alors chez les donneurs, ce qu'on appelle marginaux, donc des donneurs âgés, des donneurs avec d'autres comorbidités, probablement, on peut améliorer la qualité des greffons et donc la qualité du résultat de la transplantation. Ces machines ont sûrement un intérêt chez ce qu'on appelle les donneurs Maastricht 3. Les donneurs Maastricht 3, ce sont non plus des patients qui sont en mort encéphalique, mais ce sont des patients chez lesquels
on arrive à un arrêt thérapeutique. Donc des patients qui sont en fin de vie, dans des réanimations, le plus souvent pour des lésions cérébrales, mais qui ne sont pas, malheureusement ou peu importe, mais passés en stade 4, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement décérébrés. Donc ces patients qui peuvent rester en vie, mais uniquement grâce aux machines. On a entendu parler régulièrement à la télévision, notamment grâce à la ventilation mécanique. Or, on a le droit, depuis la loi Neonetti en 2005, d'arrêter les machines. On sait que ça fait partie de la loi. Et donc, on peut éventuellement arrêter la ventilation, discuter avec la famille, longtemps d'abord, bien sûr, et avoir l'accord de la famille pour arrêter le ventilateur et laisser le patient partir, et donc décéder finalement d'un arrêt du cœur. Donc, ce patient va décéder d'un arrêt du cœur, et actuellement, on peut utiliser très rapidement, une fois que le patient est décédé d'un arrêt du cœur, constater le décès, et mettre une machine à perfuser les organes pour actuellement transplanter les reins, le foie et les poumons. Et certains de nos collègues dans d'autres pays, on ne le fait pas encore en France, utilisent aussi le cœur de ces patients qui sont dits Maastricht 3 pour pouvoir transplanter des patients insuffisants cardiaques. On est en train d'y travailler en France aussi, et c'est là qu'on retrouve l'utilité de la machine à perfuser les greffons que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire que le cœur est prélevé assez rapidement, mis sur une machine à perfuser pour essayer de ressusciter ce cœur dans des bonnes conditions. Et si le cœur fonctionne, éventuellement, on peut réaliser une transplantation. Et je vous ai mis là la première publication de nos collègues australiens, qui avaient été les premiers à décrire cette application des donneurs Maastricht 3 en clinique humaine. Alors à côté de ça, le cœur artificiel, c'est pareil, c'est à peu près les mêmes pionniers qu'on retrouve, c'est ça qui est assez intéressant. C'est un tout petit peu plus tard que la transplantation cardiaque, c'est les années 82, le premier cœur artificiel implanté. Il y avait eu des assistants circulatoires avant ça, mais le premier cœur artificiel implanté, c'est 82, avec le Jarvik 7, implanté par De Vries à Salt Lake City, chez Bardéclac, qui était ce dentiste insuffisant cardiaque qui a vécu cette aventure. On peut dire assez effroyable parce qu'il a vécu 4 à 5 mois sous cœur artificiel total avec plein de complications. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on pensait implanter un cœur artificiel de façon définitive, c'est-à-dire l'implanter et puis le patient allait survivre avec ça pendant de nombreuses années. Malheureusement, on a vite déchanté, on s'est aperçu qu'il y avait de nombreuses complications et que finalement, la survie à long terme dans de bonnes conditions, là encore de qualité de vie, n'était pas possible. Et finalement, c'est Jack Copeland en Arizona, à Tucson, qui lui a décrit la première transplantation cardiaque chez un patient qui avait, dans un premier temps, été implanté avec un cœur artificiel total. C'est-à-dire que plutôt que de dire on va utiliser le cœur artificiel total de façon définitive, eh bien, il l'utilisait de façon temporaire, le temps de stabiliser un patient et de trouver un greffon compatible pour pouvoir le transplanter. Et donc, c'est là qu'on a commencé à utiliser le cœur artificiel total et d'autres systèmes d'assistance circulatoire en attente de transplantation cardiaque. Et puis, la Cabrol, en 86, l'a utilisé à la Pitié-Salpêtrière. Là encore, dans des conditions particulières, puisque ce jeune homme donc, a été insuffisant cardiaque, a eu un cœur artificiel, puis une transplantation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas l'argent pour payer les consoles du cœur artificiel. Et donc, c'est une donation du roi du Maroc qui nous a permis d'avoir les premiers cœurs artificiels en France, à Paris, pour la petite histoire. Malheureusement, il n'y a pas le son. C'est dommage. C'est un document. Je ne sais pas si vous pouvez voir le son de cette vidéo. Super. Bon, ça, c'est un jingle que beaucoup d'entre nous connaissent. C'est Bruno Mazur, on le reconnaît tous. Ça fait quelques années quand même. Appareillé avec une source d'énergie portable tenant dans une petite mallette. Appareillage qui lui permet désormais d'avoir une totale autonomie de mouvement. Reportage Pierre Bourget dans le service du professeur Cabrol à l'hôpital de la Pitié à Paris. Exclusivité TF1. Daniel Goriot, 37 ans, restaurateur, porte depuis quelques jours dans son thorax un cœur artificiel de type Jarvik, mis à la place de son cœur naturel parvenu à bout de souffle. Cette mécanique lui permet d'attendre la greffe d'un cœur humain dont il a besoin, selon une technique utilisée depuis l'an dernier dans le service du professeur Cabrol à la Pitié. Est-ce que vous savez quand vous serez greffé? Pour le moment, non. Ça peut durer des jours et ça ne vous gêne pas du tout? Non, pas du tout. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans son cas, c'est que grâce à cette petite valise pesant 4 kilos qui fait fonctionner sa prothèse mécanique, Daniel est totalement libre de ses mouvements, sans être relié à la volumineuse console qui, certes, assure la marche du cœur artificiel, mais qui l'empêche de bouger. Sa promenade terminée, Daniel regagne sa chambre, où les tuyaux qui transmettent l'énergie destinée à son cœur artificiel sont débranchés de la valise miniature et rebranchés sur la grande console. L'intérêt de cette console miniaturisée est son autonomie qui est actuellement de 2 heures, pouvant être éventuellement prolongée jusqu'à 4 heures par changement de la batterie.
Elle permet d'assurer un confort à la fois physique et moral au patient, lui permettant par exemple de vaquer à sa toilette. Bien entendu, cette miniaturisation de la source... On va continuer à avancer. Petit clin d'œil à Philippe Léger, qui est un de nos anesthésistes réanimateurs qui nous a quittés l'année dernière, comme quoi malheureusement le temps passe. C'était les années 90 quand même. Alors oui, il n'est pas complètement libre de ses mouvements, on est bien d'accord, mais c'est quand même les années 90. Moi, je trouve ça quand même extraordinaire parce que normalement, les patients, ils étaient connectés à cette console-là. C'est ça le cœur artificiel Jarvik 7. Vous avez ici les deux tailles, le plus récent qui est 50 ml, le 70 ml. Vous voyez, c'est implanté à l'intérieur du thorax. Et les patients étaient normalement connectés à cette grosse console. Ils restaient à l'hôpital avec cette grosse console, ils ne pouvaient pas sortir. Et puis, il y a eu un moment, cette console portable qu'on utilisait un peu, et puis finalement, qu'on a oublié pendant de nombreuses années au fond d'un placard. Juste quand même, voilà à quoi ressemblent les cœurs qu'on implante. Ce sont des cœurs extrêmement dilatés. Vous avez ici, si vous voulez vous reconnaître, la tête, les pieds, la gauche, la droite. Là, c'est l'aorte, qui est le gros tuyau normalement qui part du cœur. Et là, vous avez juste une petite partie de l'oreillette droite, une petite partie du ventricule droit. Donc, ce sont des cœurs extrêmement dilatés qu'on va enlever. On va implanter à la place les deux ventricules artificiels. Actuellement, on continue à utiliser ce cœur Jarvik 7. Et les patients actuellement sortent de l'hôpital, vont en réadaptation et sont... connectés à cette console portable qui est un peu plus facile à utiliser que celle que vous avez vue tout à l'heure. Vous voyez la console qu'on appelle la Freedom. Au moins, ça leur permet de rentrer à la maison et d'attendre la transplantation dans des bonnes conditions. Peut-être pas des conditions optimales, puisque la console fait encore du bruit, mais en tout cas dans des bonnes conditions. Alors bien sûr, le dernier né des cœurs artificiels, c'est le Carmat, grâce à la pugnacité essentiellement d'un homme, Alain Carpentier. Ce cœur artificiel qui est une nouvelle génération, le premier était pneumatique, celui-ci est électrique, complètement différent. Vous en avez suivi un petit peu toute l'histoire dans les médias. Malheureusement, vous savez bien qu'en France, l'expérience n'était pas inintéressante. Il y a eu à peu près 6-7 malades implantés avec finalement des résultats pas inintéressants quand on regarde là encore tout le désespoir des patients que l'on implante avec ces machines, bien entendu. Mais toujours est-il que malheureusement, à un moment, nos autorités ont demandé à ce que l'essai clinique soit arrêté en France, ont donné l'autorisation d'un redémarrage, mais pas dans des bonnes conditions. Et donc la société Carmat est partie un peu à l'étranger. Et là, c'était assez logique d'inclure d'autres pays européens ou non européens. D'ailleurs, il y a une belle expérience au Kazakhstan, à Astana, une belle expérience à Prague aussi, à Vienne, avec des résultats qui sont intéressants. Et bien sûr, on va revenir en France avec de nouveau des implantations de ce cœur artificiel qui probablement va pouvoir, là encore, non pas rivaliser avec la transplantation, on n'est pas dans une compétition, mais au moins répondre à l'attente de certains patients qu'on ne peut pas transplanter. Et donc, comme c'est électrique, forcément, vous voyez que la console portable, cette fois, va être quand même permettre une meilleure autonomie par rapport à ce qu'on a avec le cœur pneumatique Syncardia. Alors, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que le cœur artificiel, il y a aussi des assistances circulatoires qu'on utilise beaucoup plus que le cœur artificiel, qui sont des pompes simplement pour assister le ventricule gauche, parce que très souvent, c'est uniquement le ventricule gauche qui est défaillant. Vous avez ici l'ancienne génération de pompes, qui étaient des pompes dites pulsatiles, elles faisaient tac-poum, donc c'était un peu gros, il y avait des valves à l'intérieur, c'était un peu compliqué d'utilisation. Et puis, depuis le début des années 2000, on a utilisé des pompes rotatives qui sont beaucoup plus petites, qui ne font pas de bruit, il n'y a pas de valve, donc moins de complications, plus facile à implanter, avec une chirurgie moins agressive. Vous en avez 3 représentés ici, on a encore plusieurs autres qui sont sortis, et donc qui donnent des résultats beaucoup plus intéressants. Si on regarde les courbes de survie des patients implantés avec ces assistances circulatoires monoventriculaires gauche, elles sont ici. Globalement, on est à 4 ans aux alentours de 65-70% de survie. Et si on reprend la courbe que l'on avait tout à l'heure de transplantation, des résultats de la transplantation cardiaque, si ça veut apparaître, ça ne veut pas apparaître. Si, il faut le récepteur est là-bas. Finalement, on n'est pas si loin des résultats par rapport aux résultats de la transplantation. Donc, c'est pour ça qu'on commence à avoir une vraie complémentarité des traitements. On n'est pas en compétition, ce n'est pas assistance ou transplantation, c'est éventuellement l'un en attente de l'autre, ou l'un parce que le patient n'est pas candidat à la transplantation ou à une contre-indication, etc. Donc on a une vraie complémentarité. Voilà ce qui se passe en Europe en termes de transplantation. Là encore, à visée de comparative, vous avez ici la zone Eurotransplant, il y a 4,8 transplantations par million d'habitants. En France, je vous l'ai dit, on est pas mal loti, 6,1 par million d'habitants. Inversement, il y a une surutilisation peut-être de l'assistance circulatoire en Allemagne. Par contre, probablement une sous-utilisation en France. Voilà, donc ces deux thérapeutiques ont un avenir très clairement commun. Et
l'avenir, ce n'est pas simplement de la technologie, c'est aussi de l'organisation. C'est de mieux organiser les réseaux de soins d'insuffisance cardiaque. Ça, en France, on ne fait pas très bien pour l'instant. On a vraiment besoin de progresser. Comme en cancérologie, on sait très bien qu'en cancérologie, actuellement, on a ce qu'on appelle les RCP, les réunions de concertation multidisciplinaire. Il est impératif qu'en France, que tous les patients insuffisants cardiaques que leur dossier puisse être défendu au sein de RCP. Il faut utiliser les cœurs mécaniques et la transplantation comme des traitements complémentaires, bien entendu. On a des systèmes de nouvelle génération qui vont ramener de la pulsatilité à la différence des pompes à débit continu. On essaye de faire disparaître les câbles percutanés, de miniaturiser, etc. Et puis, bien entendu, alors ça, c'est les systèmes qui arrivent sur le marché, qui sont plus petits. J'espère qu'ils seront aussi performants. Et à côté de ça, bien sûr, on travaille à la récupération et à la régénération du cœur. C'est-à-dire qu'un cœur qui est assisté, on peut profiter de ce moment où il est au repos pour essayer de le faire récupérer. Je vous remercie de votre attention. Merci. Restez avec nous. Restez avec nous 1 minute. Vous avez parlé à un moment de xénotransplantation. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne. Donc, un mot sur la xénotransplantation, qu'est-ce que c'est ? Donc la xénotransplantation, c'est la transplantation à partir de cœurs d'animaux, notamment à partir de cœurs de cochons, c'est ce qui était le plus testé. Les études fondamentales ont permis de découvrir énormément de choses sur l'immunité, sur l'immunologie. Mais une fois qu'on a dit ça, on sait très bien qu'on n'y est pas du tout et que probablement ce ne sera pas l'avenir de la transplantation. Merci. Avec plaisir.